Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Je vous cache pas, ça fait la deuxième fois que je fais le podcast parce que j'avais pas fait attention mais mon micro s'était pas activé. Donc je suis un petit peu dégoûté, donc si vous sentez un petit peu dans ma voix que j'ai pas forcément trop d'entrain par rapport à d'habitude, c'est normal. Donc rapidement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Weekly Finance et tout simplement je vous partage ma passion de la finance et notamment du coup de la compréhension de la macroéconomie qui à mon sens explique 70% des mouvements de marché financier. Les 30 autres pourcents sont tout simplement des interactions entre les différents opérateurs de marché. C'est ce qu'on appelle les flux. Donc je vous partage tout simplement mes connaissances et voilà. Et c'est parti. Donc cette semaine, comme d'habitude, marché asiatique, marché US et marché européen. Donc on n'a pas eu énormément de grosses news macro. On en reviendra tout à l'heure quand ça sera le moment de traiter, mais juste pour vous donner un petit teaser, on parlera bien entendu de l'inflation aux US et des taux de la BCE, donc la décision de Lagarde sur les taux de la BCE. Donc sur le marché asiatique. Donc le marché asiatique, on est toujours d'un point de vue technique. Donc sur le marché asiatique, je regarde deux indices. Le premier c'est le Hang Seng et le deuxième c'est le CSI 300. D'accord ? Quand on regarde d'un point de vue technique, ok, donc quand on se met en weekly d'un point de vue technique, on est toujours sur des tendances baissières. On est actuellement sur les supports qu'on a posés ces dernières semaines. Et afin de retourner cette tendance baissière qu'on a en weekly, ça ne sera pas d'ici la semaine prochaine, ni dans 2 semaines, ça sera peut-être dans un mois, pourquoi pas, d'avoir au moins 4 bougies weekly, ou tout simplement dans plusieurs mois. Pourquoi je dis ça ? Premièrement, parce que tout simplement, on vient de réatterrir sur les zones de support, qu'on a posées ces dernières semaines, et en fait, on est toujours sur une tendance baissière à marquer, assez pentue. On n'est absolument pas dans une phase de latéralisation, une phase de range. D'accord ? Et avant, en général, chaque retournement de marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on a cette phase de range. Et pour le moment, en weekly, nous ne l'avons pas. Donc d'un point de vue technique, si vous cherchez à faire du market timing pour essayer de buy, on va dire, un point bas, même si ce n'est pas possible, on va dire que c'est possible de le faire ça, d'avoir un peu de chance et de buy vraiment le dip pour le coup, mais on va dire que d'un point de vue long terme, si on est réaliste, ce n'est pas possible, mais on peut quand même réussir à faire du market timing, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, et donc pour le moment d'un point de vue technique, je n'ai pas l'indication qui me dit là il faut rentrer. Donc voilà la partie technique. D'un point de vue macro et micro, donc d'un point de vue microéconomie, on a eu en début de semaine Country Garden qui est reparti une fois de plus en discussion afin de repousser en fait des paiements de coupons de sa dette. Donc quand une entreprise vient tout simplement demande un crédit, d'accord, sur le marché, elle va faire ce qu'on appelle des paiements de coupons. D'accord, donc c'est comme des paiements d'intérêt, même si d'un point de vue légal, c'est pas des paiements d'intérêt, mais on peut le voir un petit peu comme ça. Et tout simplement, donc quand une entreprise n'a pas de cash afin de payer ses intérêts, soit elle part en défaut. Et dans ce cas-là, en général, si vous ne payez pas un coupon, c'est l'ensemble de vos dettes qui font défaut. D'accord, donc vaut mieux pas en oublier un. D'accord. Soit, vous allez voir vos créditeurs, donc à ceux à qui vous devez de l'argent, et vous essayez de rentrer en négociation afin de repousser les échéances. Donc là, en l'occurrence, c'était de la dette onshore, donc la dette détenue par des Chinois. Et donc vous imaginez bien, quand vous avez un mastodonte comme Country Garden, qui a une dette faramineuse de 300 milliards de dollars et qui peut avoir un impact énorme, un risque systémique sur le marché immobilier chinois, vous imaginez bien quand ce sont des Chinois, des gros, je sais pas qui les détient, mais peut-être des gros industriels ou tout simplement des grosses banques ou des gros businessmen, etc. Enfin des mecs un peu qui pèsent là-bas en Chine, et que c'est de la dette du coup onshore, donc des Chinois, le gouvernement peut faire pression. Dans le sens, on l'avait vu avec l'entreprise Alibaba et Jack Ma qui avait disparu après des comment on appelle ça, des certaines révélations, etc. On savait plus où il était pendant 1 ou 2 mois, ce qui était quand même assez bizarre. Il est réapparu comme ça.
Mais voilà, on connaît un petit peu du coup l'État chinois sur ce côté-là. Et donc, quand c'est de la dette onshore, l'État chinois peut faire pression. Alors que si c'était de la dette offshore, donc par exemple détenue par des Français ou des Américains, là on fait appel plus à des relations internationales et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a eu donc des négociations qui ont apparemment abouti. Donc du coup, les paiements de dettes, de coupons qui devaient être faits cette semaine, certains en tout cas, certaines grosses échéances, ont été repoussés. Donc toujours pareil, on est dans cette tendance de news qui fait peur. Vous savez, c'est un peu comme écoper en fait un paquebot avec un seau quoi. On essaie de tenir jusqu'au bout, mais on sait pas quand ça va péter. Là, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que d'un point de vue macro, la Chine c'est pas forcément ça. Enfin, c'est même pas forcément ça. Ce n'est pas ça du tout. Et on a surtout des entreprises comme ça qui ont des risques systémiques, qui vraiment ont l'image d'être sur un putain de paquebot. Et les gars qui écopent avec des seaux en plastique, donc c'est un peu, je dirais même lunaire. donc voilà, pas d'amélioration de ce côté-là, et il faudra toujours garder cette entreprise au coin de l'œil, la surveiller quand même assez fréquemment. Bon, de toute façon, en général, quand vous ouvrez n'importe quel site de news et que vous allez dans la partie asiate, on en parle assez souvent. Donc, sinon, à part ça, on a eu quoi ? On a eu donc la Bank of China qui a cut son Reserve Requirement Ratio. Donc, en fait, tout simplement, c'est le ratio que les banques du coup, en l'occurrence là, chinoises, doivent garder et qu'elles ne doivent pas prêter. Donc, en fait, qu'elles doivent garder en actifs soit très liquides, donc en obligations par exemple, ok, donc des actifs assez safe et liquides, soit en cash. Et donc, quand vous avez au passif 100 et qu'en actif vous avez 100 et que vous avez un reserve ratio de 10%, vous devez garder 10 en cash et vous pouvez en gros, si vous préférez, prêter 90%, même si les prêts sont pas créés comme ça. Parce que tout le monde dit oui, en fait on prend mon argent, on le prête à quelqu'un d'autre, non c'est faux. D'accord, ça peut être l'occasion d'un prochain podcast, enfin d'un truc un peu plus, on va dire un hors série, afin que je vous explique comment ça se passe. Mais non, on va dire les banques ne prennent pas vos euros pour les prêter à votre voisin, c'est faux. D'accord. Et donc du coup, on a ce ratio-là qui a été abaissé de 25 BP, donc 0,25%. Et donc ça permet d'avoir plus de liquidité sur le marché, parce que quand vous faites 0,25% fois plusieurs milliards, ça fait toujours quelques centaines de millions, voire peut-être des milliards si les banques pèsent plusieurs trillions, je sais pas. Mais voilà, donc ça fait en gros plus de liquidité sur le marché, tout simplement dans une logique de soutenir l'économie, d'avoir plus de prêts accordés, etc., pour relancer sa demande. Donc on a eu ça, on est toujours en fait sur des informations qui sont pas forcément pertinentes, d'accord, compte tenu de la situation actuelle de l'économie chinoise. On n'a pas des gros plans de relance, etc. C'est vraiment des petits moves par-ci par-là. De plus, qu'est-ce qu'on a eu ? En cette fin de semaine, on a eu certains chiffres. Et donc ça, quand même, c'est des points à soulever. Parce qu'on a eu donc les investissements en immobilisation, la production industrielle en Chine, les ventes au détail et le taux de chômage. Le taux de chômage, je vais pas forcément en parler parce qu'en fait, ils ont coupé le taux de chômage des jeunes, des 18-24 ans, qui était en train d'exploser, qui était à plus de 20%, et que l'État chinois a décidé de couper. Donc tout simplement de ne pas le communiquer. Donc pareil, quand vous avez un État qui ne communique pas une information, qui arrête en plus, enfin c'est même pas qu'il la communique pas, qui arrête de la communiquer en général, c'est que le chiffre ne va pas dans leur sens. Et donc du coup voilà, on va pas parler du taux de chômage, on va parler du reste. Et donc quand on regarde la production industrielle et les ventes au détail, on a eu des surprises à la hausse. Donc on a eu des ventes au détail qui ont fait un rebond par rapport à ce que le consensus attendait. Et pareil pour les ventes au détail. Pareil, ce sont des chiffres qui vont dans le bon sens, mais c'est pas parce qu'on a eu en une matinée quelques chiffres macro sur le mois précédent qui sont bons pour la Chine que la tendance baissière, on va dire, que la tendance décevante des chiffres macro de la Chine va se renverser. Ça y est, on a posé le bottom sur les chiffres macro. Non.
pareil. Il faut attendre plusieurs semaines afin que ce mouvement se confirme. Mais en tout cas, voilà, il fallait le noter. On a quand même des news macro qui sortent pour la plupart au-dessus des attentes. Et donc, on verra dans les prochaines semaines, prochains mois, si les news continuent d'être rassurantes d'un point de vue macroéconomique. Enfin, en tout cas, au-dessus de ce qu'attendent les investisseurs. Parce que c'est toujours pareil. Si vous avez un investisseur qui attend, je dis n'importe quoi, des news négatives, ok, et donc, du coup, s'il attend des news négatives, il va s'exposer au marché en attendant des news négatives. Donc par exemple, comment je pourrais vous dire ça ? Si vous avez une entreprise qui va publier un résultat de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que les analystes attendaient 2 millions d'euros, donc c'est en dessous des attentes, et donc lui dans ses modèles de valorisation là, il a foutu 2 millions, d'accord, donc ça lui fait un prix d'action comme ça, même si c'est pas comme ça qu'on valorise une entreprise, mais voilà. Il se donne un prix d'action et en fait le chiffre il passe à 1 million et dans ce cas là ils doivent revoir à la baisse. D'accord ? Et là du coup on a l'inverse. Et donc là on parle pas d'entreprise, on parle d'économie dans son ensemble, c'est des modèles économétriques d'un point de vue macro. D'accord ? Et donc on a des chiffres qui surprennent à la hausse, donc tout simplement on va dire plus de probabilité que l'économie tienne. Voilà, c'est toujours pareil en fait, c'est des petits ajustements de probabilité de ça tient pas, récession par récession, inflation par inflation, c'est toujours pareil, d'accord ? On est tous pareils, on a tous les mêmes chiffres macro, donc on fait tous pareil. Et pour vous donner un exemple, je travaille dans une société de gestion et c'est exactement ce qui se passe on a des stratégistes, économistes, d'accord, qui eux leur travail tout simplement c'est de faire en ce moment ce que je suis en train de vous faire, donc de nous pitcher leur stratégie macro, donc aux gérants actions, gérants taux, etc. Et leur but c'est d'analyser les chiffres macro qui sortent et de donner leur allocation optimale et l'allocation tout simplement que le groupe doit avoir. Enfin bref, et donc du coup leur but c'est de regarder les chiffres macro et d'allouer des probabilités sur certains scénarios, etc. Enfin bref, sujet clos. Donc pour la Chine, voilà, donc ce sont des news rassurantes, mais pareil, on n'a pas encore posé le bottom sur les chiffres macro, mais c'est quand même intéressant de le soulever. Le marché US. Bon, marché US. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine ? Donc cette semaine sur le marché US, on a eu, on va dire, une grosse news qu'il fallait regarder, c'est l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, inflation. Cette inflation est sortie au-dessus des attentes. On attendait donc en variation interannuelle, on attendait 3,6% pour l'IPC headline et pour l'IPC core 4,3%. D'accord ? Et les chiffres sont sortis à 3,7% pour l'IPC headline, donc au-dessus des attentes, d'accord, et 4,3% égal aux attentes pour l'IPC core. On a très clairement un rebond de l'inflation. Quand vous regardez donc l'IPC headline, donc qui comprend energy and food, ok. Quand vous regardez sur ces 2-3 derniers mois, on a une inflation qui repart à la hausse. On avait posé un bottom sur les 3,1% d'inflation de façon annuelle ou 3,2%. Là, on est maintenant à 3,7% et c'est soutenu tout simplement par une accélération à la hausse des prix énergétiques et notamment des prix pétroliers. Parce que les utilities, donc électricité plus gaz, pour le moment, eux, n'ont pas accéléré fortement. Donc, on a une réaccélération de l'inflation. Pour rappel, on avait eu en ce début d'année des surprises d'inflation qui étaient à la baisse. On avait largement entamé, on a tout simplement, on est passé d'une inflation qui augmentait à une inflation qui baissait structurellement, que la politique monétaire arrivait à contenir cette inflation, en tout cas la faisait ralentir. Et là maintenant depuis 2-3 mois, on commence à avoir une inflation qui repart à la hausse. Donc moi c'est un risque, c'est un truc dont j'aimerais un petit peu élaborer là-dessus. Tout simplement parce que donc j'ai regardé dans les chiffres et ce mois-ci on a eu des variations mensuelles, donc du mois d'août par rapport au mois de juillet sur les prix pétroliers de plus de 10% dans les calculs de l'inflation de l'IPC. Ça veut dire en fait qu'au mois de juillet, quand on a eu les chiffres de l'inflation au mois de juillet, on avait des variations de 0,5% par rapport au mois de juin sur les prix pétroliers. Dans le calcul de l'inflation. Je ne parle pas juste un pourcentage de changement sur le Brent ou le WTI. D'accord ? Je vous parle juste dans leur calcul d'inflation, la partie énergétique et notamment pétrolière. Et sur le mois d'août, on a eu une augmentation de 11%. D'accord ? 11% pour le brut en gros, le crude oil, ok ?
Donc c'est quand même assez important tout simplement parce qu'on a une réaccélération à la hausse de l'inflation qui est soutenue pour le moment par les prix pétroliers. On n'a pas encore eu une grosse accélération de la food. On a eu quand même une variation de 0,5% ou 0,6% par rapport au mois dernier, donc c'est quand même pas rien, mais on n'a pas des 3 ou 4%. Et il faut quand même noter qu'on n'a pas eu non plus une augmentation des prix électriques et des prix sur le gaz. Et on va arriver du coup en période hivernale, et en période hivernale on consomme forcément un petit peu plus d'énergie parce qu'il fait tôt plus jour, et il fait tôt plus jour, il fait jour plus tôt, et tout simplement on a besoin de se chauffer. Et donc du coup on a une réaccélération de l'inflation, et cela pourrait du coup être le prochain catalyseur pour les marchés financiers. Je m'explique. Ces derniers mois on parle de récession ou de soft landing. Pour le moment, on a la réponse sur les US, il n'y a pas de récession. On est passé d'un scénario un petit peu défaitiste récession à un scénario plus optimiste. Donc c'est ce qui a soutenu en plus les marchés américains. Et donc moi, à mon sens, vous verrez que dans les prochains mois, si les prix énergétiques restent au moins sur les mêmes levels, donc on va dire que pour le pétrole vers les 90 $ le baril, si on reste sur les mêmes levels jusqu'au T1 2023, T1 2024, on risque d'avoir tout simplement une inflation qui continue d'augmenter et un narratif qui va s'installer en disant est-ce que la Fed va réussir à juguler cette nouvelle reprise de l'inflation ou non. Donc on sera plus dans le soft landing ou récession, mais plutôt juguler cette nouvelle inflation ou non. Donc pour moi, à mon sens, ça va être vraiment le prochain catalyseur qui va tout simplement animer les marchés. Donc pareil, dans une logique que si l'inflation va être un peu plus haute que prévu, donc qui continue, donc les prix énergétiques qui restent au moins sur les mêmes niveaux, et que l'inflation du coup commence à réaccélérer, continue d'accélérer, d'accord, donc ça veut dire que là, au mois de septembre, au mois de octobre, quand on aura les chiffres du mois de septembre, on n'est plus à 3,7% sur l'inflation headline, mais on passe, je sais pas moi, 4% par exemple, d'accord. Donc en fait, on se réécarte de la target des 2% de la Fed. Là, la Fed va devoir tout simplement faire quelque chose. Donc regarder les composants, d'accord, de l'inflation, dire ok, l'inflation elle vient de là, elle vient de là, elle vient de là, prendre tout simplement des réformes économiques, donc tout simplement en parlant avec les politiques en charge des politiques économiques, etc. Ou tout simplement agir sur l'ensemble de la monnaie, donc le dollar, et relever ses taux encore plus que ce que le marché anticipe. Et donc si on a la Fed qui dans les prochains mois, je ne parle pas de la prochaine réunion de la semaine prochaine parce que c'est limite acté, on n'aura pas de hausse de taux, d'accord, mais pour on va dire d'un scope un peu plus long terme, un peu plus mensuel, c'est pour ça aussi qu'on voit les taux US long terme 10 ans qui sont sur les plus hauts, à plus de 4,30. On pourrait avoir la Fed du coup qui montrait ses taux par rapport à ce qu'anticipe le marché. Et donc tout simplement ce serait pas forcément une bonne nouvelle. Donc à voir tout simplement si ce scénario-là commence à rentrer dans le marché et voir comment les indices américains tiennent, car pour le moment on est toujours sur des rebonds techniques. On n'a absolument pas cassé les plus bas qu'on avait posés ces dernières semaines, et on est un petit peu pareil en fait que sur les un petit peu pareil que sur les marchés asiatiques, tant qu'on passe pas en dessous que je raconte n'importe quoi, excusez-moi. Tant qu'on passe pas en dessous des plus bas qu'on a posés il y a ces dernières semaines, on n'a pas de quoi s'inquiéter, on est toujours sur une tendance moyen terme haussière. D'accord ? Par contre, si on commence à aller en dessous, qu'on casse et qu'on clôture en dessous, là, on pourra dire qu'on commence à remettre très largement en question la tendance moyen terme qu'on avait posée. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu mon idée par rapport à l'inflation. Donc voilà, j'ai peur que l'inflation de mon côté réaccélère plus fortement que ce qu'anticipe actuellement le marché, ce qui pousserait la Fed à augmenter encore plus ses taux, d'accord, et dans ce cas-là, renforcer un dollar et faire baisser du coup les actifs risqués. D'autant plus, et ça je tiens à le dire, parce que je l'avais déjà expliqué la semaine dernière, mais je vais le répéter, quand vous faites des variations, parce qu'en fait, il y a deux façons de voir les chiffres macroéconomiques, trois. Il y a les variations intermensuelles, donc le mois actuel par rapport au mois précédent.
On a le quarter actuel, donc par exemple le trimestre 2 par rapport au trimestre 1, c'est des variations ce qu'on appelle QOQ sur quarter on quarter sur investing. Et après vous avez les variations year on year où là tout simplement c'est le mois de septembre, enfin août 2023 par rapport à août 2022. Et quand on aura l'inflation, d'accord, au mois de janvier 2024, février 2024, mars 2024, en interannuel par rapport à janvier, février et mars 2023, et ben la composante énergétique, elle aura un très gros impact. Parce qu'on avait des prix énergétiques qui étaient très bas en 2023, en début d'année 2023, alors que si on garde les niveaux actuels des prix pétroliers, donc des prix sur les barils, en janvier, février, mars 2024, on ne peut qu'augmenter cette inflation. On peut très largement continuer à accélérer cette inflation. Parce que justement, on a cette base de comparaison au T1 2023 qui sera vraiment faible par rapport au T1 24. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Donc ça a été quand même un peu technique. J'espère avoir bien expliqué ma pensée. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. De plus, on a eu quoi d'autre ? On a eu l'indice des prix à la production qui eux aussi malheureusement ont accéléré en variation mensuelle. On est passé à 0,7% alors que le marché attendait 0,4%. Donc très clairement, cette inflation n'est pas à prendre à la légère. Elle repart à la hausse et en plus de ça sur les prix à la production. Donc une fois de plus, d'où mon inquiétude parce que le marché pour le moment en parle dans les news certes, mais n'anticipe pas assez à mon sens quand on regarde les anticipations de taux, n'anticipe pas assez ce détail quoi, qui pourrait devenir le prochain narratif. Donc voilà. Cependant, on a une économie américaine qui tient, donc qui est toujours très résiliente. On a eu des ventes au détail qui ont surpris une fois de plus, donc la consommation qui tient aux US, donc qui ont surpris une fois de plus à la hausse. Donc 0,6% par rapport à 0,2% attendu sur le mois d'août par rapport au mois de juillet. Et un marché de l'emploi qui reste toujours très tendu avec 220 000 demandes d'emploi par rapport à 225 000. Attendu. Donc on est toujours quand même sur des niveaux bas sur ce chiffre macroéconomique, donc pas d'inquiétude. Il me semble que c'est à peu près tout pour le marché US. On parlera vite fait du rendez-vous de la Fed semaine prochaine en fin de podcast quand je ferai l'annonce des chiffres macroéconomiques à surveiller. Concernant le marché européen, même moi franchement ça me saoule de vous dire tout le temps la même chose, j'en ai marre. On est sur des putains de range, donc sur le DAX 15K6, 16K4, sur le CAC 7100, 7450 et l'Eurostock 50, 4200, 4450. Voilà, je ne vous apprends rien, on est toujours sur des niveaux de range depuis ces derniers mois et tout simplement tant que les marchés US ne prennent pas une résolution à la hausse ou à la baisse, d'accord, et c'est pour ça que le rendez-vous de la Fed semaine prochaine va être hyper important, et notamment le moment où Jérôme Powell va se faire cuisiner par les intervenants, parce que c'est là qu'en gros tout le monde cherche les petites informations, les petits tics. Voilà, on lui pose une question, le mec il va bouger, il va être un peu plus stressé, il va dire un truc qu'il n'a pas forcément dit dans son communiqué, etc. Vous voyez ? Donc tout simplement c'est là où les mecs ils essayent de cuisiner Jérôme Powell, et c'est là que le marché prête en général beaucoup plus d'attention que la simple annonce de hausse ou de statu quo des taux. Et donc, ce que je vous disais, donc les marchés européens, voilà, qui attendent une résolution, à mon sens, des marchés américains. Donc, on attendra semaine prochaine avec le rendez-vous de la Fed. Donc, cependant, on a quand même eu des news assez importantes, notamment, alors rapidement, parce que j'ai pas envie de m'attarder dessus, tout simplement parce que c'est pas non plus une zone qui m'attire énormément. Mais on va vite fait parler des UK. Les UK qui sont quand même l'un des grands perdants de la zone de l'Europe avec l'Allemagne, car ils sont encore à des salaires moyens avec des bonus qui sont en variation annuelle à 8,5%, donc c'est quand même énorme. Voilà, on est plus
On n'est plus en 2022, on avait des chiffres d'inflation presque à 2 chiffres, enfin à 2 chiffres tout simplement. On est en 2023, on a quand même des inflations sur les salaires à 8,5%. Donc c'est assez important. Donc voilà, vous avez aussi une inflation prix-salaire, enfin la boucle prix-salaire. À faire attention. On a en plus de ça le PIB T2. Donc pas le PIB T2, excusez-moi, parce que c'est bizarre, ils fonctionnent pas comme ça, ils font des variations 3 mois. Donc ils vont faire juin avec 3 mois avant, juillet avec 3 mois avant, et pas juste comparaison juin avec le mois de mars. Voilà, ils vont faire 12 annonces quarter. Voilà, donc tout simplement janvier par rapport à 3 mois avant, février avec 3 mois avant, alors que nous en Europe et en US on fait 4 annonces pour les 4 trimestres. Et donc du coup, ce chiffre-là, il est sorti à moins 0,5% alors que le marché a pricé moins 0,2%. Donc moins bon que ce qu'attendait le marché. Et en variation annuelle, le marché pricé 0,4% et on est sorti à 0%. Et le marché, donc quand on regarde leur indice à eux, donc le CAC 40 anglais, le FTSE 600, tout simplement, en fait, il explose à la hausse. Voilà, tout simplement. Les mecs ils sont pas fait chier, ils ont eu des gros doigts, ils ont appuyé sur tous les boutons. Et donc du coup voilà le FTSE 600 qui est tout simplement sur ces niveaux de résistance moyen terme, tout simplement. On regarde sur ces niveaux en fait de fin juillet, que je suis en train de regarder en même temps avec vous. On est en train de faire un très beau rebond, à voir si ce rebond continue. Et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de choses, parce que il y a des personnes qui vont essayer d'expliquer les marchés avec l'économie en mode on comprend pas. Typiquement, donc là c'est l'exemple parfait. On a des chiffres macroéconomiques qui ne sont pas bons, mais on a des flux à la hausse. D'accord ? On a des flux à la hausse. Oui, c'est pas cohérent. Je suis d'accord avec vous, c'est pas cohérent. Mais le marché européen qui est toujours perché sur ses plus hauts historiques depuis maintenant 3-4 mois avec des chiffres qui font que décevoir, et ce n'est pas non plus cohérent. D'accord ? Et qui vous dit qu'avec une résolution à la hausse avec les marchés américains, on n'ira pas encore chercher plus haut sur les marchés européens. C'est pour ça que la macroéconomie c'est important, il faut quand même regarder les flux, regarder la price action, ok ? Et plus vous êtes sur des unités de temps qui sont longues, plus les mouvements tout simplement sont longs. Quand vous mettez en H4 daily, ça n'aura pas la même importance que si vous regardez les charts en weekly, monthly. D'accord ? Et donc tout simplement, on a l'exemple typique que la macro n'explique pas tout, parce qu'on a des chiffres macro qui sortent en dessous des investisseurs, du consensus des investisseurs, et qui ne sont pas bons qui plus est, mais avec un marché qui monte. Donc, et le marché a toujours raison. On ne peut pas dire non, le marché est nul, il n'a pas raison, c'est qui c'est con qui achète alors que les news sont pas bonnes. Non. D'accord ? Il faut s'adapter, c'est pas le marché qui s'adapte à vous, c'est vous qui vous adaptez au marché. Donc on a des flux à la hausse, à voir si on a une résolution haussière et qu'on vient de casser du coup ces niveaux de résistance court terme sur le FTSE 600. On reviendra sur ce point, il me semble, semaine prochaine. Sinon, donc la grosse news, c'était donc les taux en Europe. Je vous apprends rien. D'accord ? Donc on avait à peu près 60-65% des économistes interviewés qui priçaient une hausse de 25 BP. D'accord ? Et 40% pour un statu quo. On a eu une hausse de 25 BP sur les 3 taux. Donc les 3 taux, c'est simple. On a le taux de dépôt. Donc qu'est-ce que le taux de dépôt ? C'est tout simplement le taux auquel les banques européennes vont être rémunérées si elles placent leur argent à la Banque Centrale Européenne. Donc en fait c'est leur livret A si vous préférez. Donc on a eu une hausse. Donc tout simplement c'est tout dans une logique de politique monétaire restrictive. Quand vous êtes une banque, tout simplement regardez ce que vous faites. Si vous avez un livret A qui paye du 18%, on va dire, je raconte n'importe quoi mais qui paye un 18%, vous allez mettre tout votre cash à la banque. D'accord ? Vous n'allez pas le prêter, vous n'allez pas l'investir quelque part d'autre, etc. Parce que pour trouver des projets qui ont plus de rentabilité que 18% par an, par exemple, ça va être assez compliqué. Enfin, c'est faisable, hein, c'est largement faisable, d'accord ? Mais on va dire que c'est plus compliqué que quand vous avez un livret A qui vous fournit du 1%, où là, on essaie de trouver un projet à 2%, du coup c'est plus rentable, etc. Donc pour les banques c'est pareil. Si on a des taux qui montent, en fait elles sont rémunérées sans risque, donc elles vont mettre un petit peu plus de cash à la Banque Centrale Européenne, et donc du coup prêter un petit peu moins sur les marchés. Voilà. On a eu après ce qu'on appelle le taux
le taux marginal de prêt. Alors attendez, que je me trompe pas, c'est ça, c'est le taux marginal de prêt. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est ce taux ? Alors il y a 3 taux, il y a le taux de facilité de dépôt, il y a le taux interbancaire et il y a le taux marginal de prêt. Le taux de facilité de dépôt, on a vu ce que c'était. On a le taux marginal de prêt, et ce taux marginal de prêt, c'est quand les banques entre elles ne veulent plus se prêter. Donc par exemple, le soir, une banque a besoin de 10 millions et la banque avec qui elle a l'habitude de traiter ne peut pas lui prêter, ou tout simplement ne veut pas lui prêter, pour ce qu'on appelle des overnight, des prêts overnight, donc en gros juste pour la nuit, pour meet ce qu'on appelle des liquidity, pour des problèmes de liquidité des banques. Donc elles se prêtent entre elles juste pour la nuit à des taux très faibles. Et donc du coup, si la banque A n'arrive pas à trouver de financement sur le marché interbancaire, elle va voir la Banque Centrale Européenne qui elle va lui prêter, mais à un taux un petit peu plus important. D'accord ? Donc ça c'est le taux marginal de prêt, et après on a le taux interbancaire qui lui, on va dire, qui est le plus surveillé, et on est passé à 4,5%. Donc c'est là où j'en viens. Une fois de plus, le marché n'était pas forcément sûr de cette hausse de taux. Comme je vous le disais, on n'avait que 60% des investisseurs qui attendaient cette hausse de taux, donc à 25 BP. Mais voilà, on a eu bizarrement, sur le moment, à l'instant T, on a eu un eurodoll qui s'est pété la gueule. On a eu des taux qui se sont pété la gueule. Et on a eu des marchés, des actifs risqués qui ont augmenté. Donc tout simplement, on a même, malgré qu'on ait une hausse de taux que le marché ne le priçait pas à 100%, ça a augmenté. D'accord, le marché européen l'a bien pris. Il a bien pris à mon sens, pourquoi ? Tout simplement parce que quand on lit le communiqué ou quand on regarde la conférence de presse de Lagarde, elle a dit quelque chose qui est intéressant, et en fait c'est un changement de ton dans ses communiqués, parce qu'à chaque décision de politique monétaire, vous avez un papier en gros qui est publié par la Banque Centrale Européenne et qui permet d'expliquer pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils expliquent en fait tout simplement leur décision. Et dans leur communiqué, ils ont changé de ton parce qu'ils ont dit donc les taux européens sont suffisamment restrictifs pour assez longtemps. Donc en anglais c'était the ECB rates are sufficiently restrictive for long enough. Et donc en gros ça veut tout simplement dire que maintenant on devrait avoir atteint les taux finaux de la banque centrale. Voilà. Donc en gros, quand une banque ne dit rien, c'est voulu. Quand une banque centrale dit quelque chose, c'est aussi voulu. Donc elle envoie un message au marché en lui disant « Les gars, cette hausse de taux, ça sera très probablement la dernière. » Et donc du coup, le marché aime ça parce qu'il arrive à se projeter. Et maintenant, c'est que, à 90, allez, 80-90% de chances qu'on n'aura plus de hausse de taux. Donc du coup, lui, le marché, du coup, ça lui permet de commencer à build des stratégies qui sont avec des éléments de confiance. Typiquement, une hausse de taux supplémentaire, ça n'existera certainement plus à la Banque Centrale Européenne. Donc pour le moment, par exemple, on pourrait acheter des govies, donc des government bonds, etc. Par exemple. Okay, donc voilà, donc c'était à mon sens pourquoi les marchés ont un petit peu tout simplement bougé à la hausse quand on a eu cette annonce, parce que on a eu de la Christine Lagarde dans son communiqué et dans sa conf de presse qui a dit que les taux étaient à des niveaux élevés et que s'ils restaient long enough sur ces niveaux-là, on aurait une inflation qui devrait baisser. Cependant, elle a dit, voilà, comme Powell, elle copie un peu Powell, qui restent data dependent. Clac. Et il me semble que c'est à peu près tout pour cette semaine. Rapidement, Cocorico, on a eu l'IPC français qui est passé à 4,9% en variation annuelle, donc par rapport à août 2022, et à 1% sur le mois. Donc, ça veut dire en août 2023 par rapport à juillet 2023, on a eu une augmentation des prix à la consommation de 1%. Voilà, je vous pose la question. De combien a augmenté votre salaire au mois d'août ? Voilà, donc vous avez perdu 1% de pouvoir d'achat. On est content, tout va bien, tout est nickel. Donc voilà, à part ça, pas grand chose de plus sur les marchés cette semaine. Pour résumer un petit peu tout, on attend une résolution du marché américain. Il ne faut pas oublier ce risque d'inflation des prix, la contribution des prix énergétiques à l'inflation.
d'accord, et qui pourrait très certainement continuer sa hausse et un peu plus fortement que ce qu'attend actuellement le marché. Donc c'est un risque à prendre en compte. Et voilà, en Asie, sur les marchés asiatiques et notamment en Chine, regardez toujours un petit peu cette affaire de marché immobilier, etc. Et regardez les chiffres macro qui pourraient arriver. Le marché crypto, j'ai pas forcément envie d'en parler. Voilà, on chasse un peu dans tous les sens. Voilà, on est venu, on a fait une petite bougie de liquidation en ce début de semaine. On a retracé rapidement, on a réintégré le range qu'on avait fait assez rapidement. C'est des figures chartistes quand même qui sont assez récurrentes et que j'aime plutôt potentiellement. Moi de mon côté, je me suis réexposé à l'achat là sur une crypto. Moi je vous le dis, c'est audio. J'ai une charte daily qui m'intéresse. Si vous voulez checker ça, allez-y. Et donc voilà. Et donc voilà, c'est pas pour faire du trading ou quoi. Moi je suis en spot. Je pose un billet sur une crypto, je prends mes pourcents, etc. Enfin, si ça va dans mon sens, si ça va pas forcément dans mon sens, je coupe la position en perte, y a pas de problème. Mais on va dire que je fais pas de trading et je suis sur des variations de plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de sortir de position. Donc pour semaine prochaine, qu'est-ce qu'on attend ? Tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet. Lundi, on a l'indice des prix à la consommation en Europe. Donc ça va être un chiffre que les investisseurs vont regarder à 11h qui va faire bouger les marchés. On attend 5,3% sur la zone européenne. On a les permis de construire mardi aux US. Donc pareil, toujours dans une logique de voir le premier secteur qui serait touché par une hausse de taux, donc le marché immobilier. Si en général le marché immobilier tient, ça veut dire que l'économie tient. D'accord. Et aux US, pour le moment, on voit qu'on a des mises en chantier et des nouveaux permis de construire accordés, tout simplement qui tiennent les niveaux, qui se détériorent pas énormément compte tenu de la situation, de la politique monétaire de la Fed. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que tout simplement les promoteurs continuent de construire, alors que normalement avec des taux assez élevés, on devrait avoir des permis de construire qui seraient largement plus impactés que ça. Et donc ça nous indique que la demande est présente. D'accord ? Que la demande est présente. Et donc du coup, si on a une grosse demande en général sur le marché immobilier qui est très impacté par les taux, la demande derrière, on va dire basique, de consommation basique, en général, devrait aussi tenir, même si ce n'est pas une science infuse. Donc c'est pour ça que je regarde ce chiffre-là. Mercredi, donc ça va être grosso merdo la plus grosse journée, et notamment du coup avec le discours de Powell à 20h. On attend statu quo, donc 5,5% d'inflation, donc pas de changement de ce côté-là. Donc la Fed qui devrait garder ses taux à 5,5%. Comme je vous l'ai dit dans mon podcast, il faut écouter le discours de Powell, et je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller regarder le live de Xavier Fenot d'IVT sur Twitch le mercredi soir. En général, il fait des lives sur ces grosses annonces macroéconomiques. Donc je vous invite à aller checker ça. Il fait du très bon contenu en plus. Donc voilà. Donc mercredi, c'est un peu, on va dire, le chiffre qu'il va falloir suivre. On a aussi l'inflation au UK qui est attendue à 6,8%. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a des salaires qui montent énormément au UK, et en plus de ça, on a une inflation year-on-year de 6,8%. C'est quand même assez énorme. Jeudi, on a justement la Bank of England qui va faire son choix de taux d'intérêt. D'accord, à 5,5% d'inflation pour le moment. 14h30 jeudi, les jobless claims, donc les demandes de location de chômage que je vous raconte chaque semaine. Donc c'est un chiffre qui sort de façon weekly, hebdomadaire. Et vendredi, on a l'indice des prix à la consommation au Japon. On a la décision de la BOJ sur ses taux, car je vous rappelle, la BOJ voit pour le moment ses taux augmenter. On est sur des plus hauts sur le 10 ans japonais, on a 0,70, et c'est des taux qui n'ont jamais été atteints depuis 2013. D'accord, donc on est quand même sur des niveaux de taux assez élevés pour le Japon, à 0,70, parce que eux justement ils avaient un problème inverse, c'est qu'ils n'avaient pas d'inflation, au contraire ils avaient une déflation avec une population qui était en décroissance, donc un solde naturel qui était négatif.
tout simplement des personnes qui décèdent plus rapidement que des personnes qui naissent, et donc il faut stimuler l'économie, donc ils baissent les taux, et donc là ils ont une petite inflation qui on va dire qui est largement contrôlable, mais ils sont juste à 3,3% d'inflation, mais voilà, ils ont fait des communiqués maintenant c'est sur ces dernières semaines et même ces 2 derniers mois, en disant que leur politique monétaire pourrait commencer à switcher. Donc on aura cette décision là, et ça pourrait du coup impacter le Nikkei, qui lui pour le moment qui est revenu sur ses plus hauts historiques. Et vendredi à 10h, donc pareil, toujours dans la journée du vendredi, on a les PMI préliminaires du mois de septembre. Donc les PMI, c'est pareil, ce sont des enquêtes qui sont menées auprès de directeurs d'achat, donc qui sont tout simplement spécialisés dans leur domaine, que ce soit dans l'industrie, dans le secteur des services, etc. Et donc ces personnes-là sont sondées tout simplement pour avoir on va dire un scope un peu général de leur activité, afin d'avoir des projections sur le secteur. Et donc c'est un chiffre qui est quand même assez surveillé tout simplement, parce qu'il va représenter ce qu'on appelle des indicateurs macro forward looking, parce que c'est des chiffres qui sortent maintenant, mais qui forecastent la situation macro dans les prochains mois. Donc ça nous donne des bonnes indications sur ce que les personnes qui sont en amont de la production, qui sont dans les chaînes de production, voient sur le secteur des services et le secteur de l'industrie sur les prochains mois. Donc voilà, donc on aura les PMI préliminaires du mois de septembre en Europe, aux US, en France, en Allemagne, etc. Donc ça sera des chiffres à suivre. Voilà. Donc c'est tout pour ce podcast. 41 minutes de podcast, je suis désolé, je parle beaucoup trop. Je sais pas s'il y a des personnes qui restent jusqu'à la fin. En vrai, si vous restez jusqu'à la fin, mettez juste un like dans les commentaires pour que je vois. Tout simplement, mettez ce que vous voulez dans les commentaires afin que je vois s'il y a des personnes qui restent jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que je parle énormément, mais j'aime bien prendre mon temps pour expliquer et pour que les personnes qui débutent ou tout simplement qui débutent et qui ont envie de comprendre, on va dire ce qu'il faut dans l'assiette, quoi. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé, il y avait des personnes qui disaient augmentation des taux, donc baisse des actifs risqués, et t'es là, tu te dis mais pourquoi en fait pourquoi on est obligé de regarder 40 vidéos pour comprendre. Et là j'espère avec un podcast de 40 minutes vous avoir apporté énormément de connaissances. Enfin énormément de connaissances, tout en restant humble bien sûr, mais en tout cas vous avoir apporté des connaissances. Voilà, c'est tout. Rapidement, et après je vous laisse et je vous dirai à la semaine prochaine. J'aimerais faire un portefeuille modèle. Donc ce portefeuille modèle là prendrait la forme d'un lien Google Drive, donc en gros avec un spreadsheet Excel, dans lequel je mettrai mon allocation de portefeuille optimale. Donc ça sera avec peut-être des actions en titre vif, des fonds plutôt des ETF, des obligues, des produits dérivés, etc. Et donc tout simplement faire un portefeuille d'un point de vue un portefeuille modèle afin de voir sa performance et voir tout simplement si j'arrive à faire mieux que les marchés. Et je vous rappelle que sur 10 ans, les gérants de fonds très peu de gérants battent leur indice de référence. Et donc, on verra si Weekly Finance va réussir à battre un indice de référence, que certainement, ça sera le S&P 500. Qui en plus il fait partie des plus compliqués à le battre parce qu'en annualisé c'est lui qui fournit le plus de return. Donc voilà, si ça vous dit que je fasse ça, que je le mette en place, que ça va me prendre du temps, ça veut dire tout simplement toutes les semaines faire des rebalancements de portfolio, faire un peu de recherche de mon côté, etc. Ça peut, même si ça prend juste 1 ou 2 heures par semaine, ça reste une à 2 heures par semaine à faire. Et donc du coup je vous donnerai un lien, vous pourrez cliquer, mais vous pourrez du coup voir le portefeuille, donc switcher entre les pages, etc., voir les noms, l'ISIN, etc. des indices que j'utilise, ou des titres que j'utilise, mais vous ne pourrez pas modifier la spreadsheet. Donc, si ça vous dit, je pourrais le mettre en place. Donc pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous intéresse, d'avoir mon point de vue sur le portefeuille actuel, tout simplement que je fais. Donc voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire. Je
je crois que c'est tout. N'hésitez pas à liker ce podcast. D'accord, ça me ferait super plaisir. Je vois que le nombre de vues sur les podcasts commence vraiment à augmenter largement et je vous en remercie. Le nombre d'abonnés aussi. Je pense maintenant aussi poster mon podcast sur YouTube. Voilà, donc créer une chaîne sur YouTube pour tout simplement toucher un petit peu plus de personnes que sur Spotify, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de toucher des personnes. Mais voilà, je vous remercie pour le moment infiniment, parce que j'ai commencé maintenant il y a de cela quelques mois, sur un coup de tête, et maintenant j'arrive à m'y tenir à chaque semaine, c'est un petit peu mon rendez-vous hebdomadaire avec vous, et je vous remercie de me suivre, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie, c'était Weekly Finance, je vous souhaite une très bonne semaine pour la semaine prochaine, et moi je vous dis à samedi prochain. Bye bye.